Vous écoutez un balado propulsé par l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. Salut Simon. Bonjour Véronique. Salut. J'ai une question pour briser la glace pour toi. Est-ce que tu dirais que tu es A, plus du type à avoir un plan de vie planifié à l'avance, B, du type à te laisser porter où le vent te mène, ou C, plus du type à croire au destin? À choisir entre les trois, je te dirais peut-être plus B. OK. J'ai jamais nécessairement eu de plan très établi à l'avance. Je connais beaucoup de gens qui sont comme ça. Tu peux prendre une lecture d'où est-ce qu'ils vont être dans 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est absolument pas mon cas. J'avance en fonction des opportunités qui me sont présentées. Puis si je le sens, ben je me lance. Tu fonces. Ouais. Super. Simon Wallen, comment je te présente? C'est quoi ton titre? Est-ce que c'est long comme ça? Accroche-toi, on est parti. Okay, je suis directeur développement des affaires pour le marché commercial, institutionnel et industriel pour Desjardins Entreprises Laval-Laurentide. Là, c'est là qu'on respire. Voilà, c'est fait. Mais merci d'être là avec nous, Simon. Moi, je suis curieuse de savoir où tu as commencé. C'est quoi ton background scolaire? Qu'est-ce qui fait que tu as un titre long comme mon avant-bras aujourd'hui? C'est bon. T'es parti d'où? Écoute, cheminement assez classique. En fait, je faisais des études en finance à l'université. Fait une tonne de petits boulots pendant que j'étais aux études. Puis j'ai eu un jour une opportunité d'aller travailler dans le monde bancaire. En fait, une connaissance qui gérait une agence de placement pour le secteur financier, principalement chez Desjardins. Donc, j'ai vu une petite opportunité de me familiariser un peu avec cet environnement-là. Oui. Tu as quel âge à ce moment-là? J'ai 21 ans. OK. Et voilà, donc j'ai sauté un peu dans l'aventure, comme je te disais tout à l'heure. Ça me tentait de voir un peu ce que c'était. Tu sais, ultimement, j'ai toujours été attiré par le monde des affaires. La finance, tu sais, je te dirais pas que c'était mon rêve d'adolescence nécessairement, mais je me suis dit, on va aller voir ce que ça a de l'air. Donc, j'ai combiné ça en finissant mes études. Puis, j'étais donc caissier d'agence. Okay? C'était vraiment, je me promenais d'une caisse à l'autre. J'avais des semaines. Tu comblais les trous. Là. Il y avait des absents, exact. Mettons. Toi, okay. Le matin, tu sais, j'avais ma plage de disponibilité pour la semaine. Puis, chaque matin ou à peu près, on se parlait. Puis, tu t'en vas à Mirabel le matin. Puis, demain, tu es à Sainte-Agathe. Puis, tu t'en vas à Tremblant mercredi. C'est pas plate. C'était cool parce que ça m'a permis de rencontrer plein de monde, de voir un peu les différentes façons de faire dans chacune des caisses. Il y a des semaines où je pouvais travailler 3 heures, des semaines j'en faisais 20, fait que c'était assez aléatoire. Puis tu rencontrais le public, là, parce que caissier, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde qui va faire un dépôt, la un porte retrait. d'entrée, effectivement. Tout le côté conventionnel, en fait, transactionnel. Oui, exactement. OK. Puis là, après ça, dans le fond, tu es toujours aux études à ce moment-là. Tu finis tes études. Exact. Et j'ai eu, en fait, une opportunité de rentrer à la caisse. La première caisse, officiellement, qui m'a donné un poste permanent, c'était à Saint-Jérôme, toujours comme caissier. C'est une caisse que tu visitais une fois de temps en temps comme commis volant? Exactement. Okay. Exactement. Puis, donc, j'ai fait ça. Puis, c'était un poste permanent. C'était pas temps plein, évidemment. On le sait, les heures d'ouverture sont assez restreintes. Puis, j'ai fait ça un petit bout de temps. Puis après ça, tu sais, juste pour... c'est un peu notre jargon, mais c'est un peu la réalité de bien des grandes entreprises aussi. C'était des niveaux de poste. Okay. Donc, N2, niveau 2, comme caissier, tu sais, de la porte d'entrée. Fait que là, tu commences pas à N1. Ça existe-tu, N1? Non, exactement. Ça commence à N2, effectivement. C'est peut-être perdu dans le temps, ça n'existe plus. Donc, N2, c'est effectivement ta porte d'entrée. OK. Exact. Et là, d'année en année, écoute, à chaque année, grosso modo, j'ai été privilégié. Il y a tout le temps eu des nouvelles opportunités. Donc, N3 l'année suivante, N4 l'année d'après. C'est tous des métiers un peu différents, mais qui te permettent de voir plein de trucs. À ce moment-là, j'étais vraiment du côté particulier. Okay. Donc, monsieur, madame, c'est pas des entreprises, c'est vraiment des individus. J'ai fait ça pendant 4-5 ans. 5 ans. Dans la même caisse, toujours? Oui, exact. Fait que là, tu es à Saint-Jérôme, puis c'est ça, quand tu dis des métiers, là, c'est ça, tu étais commis au départ. Après ça, tu voyages dans quel siège? Là, mais c'est que, tu sais, ultimement, j'ai le dernier poste que j'ai occupé dans une caisse, c'est conseiller en finances personnelles. OK.
Donc, tu reçois les clients, puis tu t'occupes de tout leur volet prêts personnels, comme hypothèque, gestion de leurs épargnes, les placements. Quand même, c'est important. Fait que oui, effectivement, ben oui, tout à fait. C'est un poste qui ratisse assez large. Mais tu sais, quand je fais référence au métier, c'est que par exemple, N4, ben, c'est plus le volet arrière-guichet. Là. Donc, tu travailles avec des conseillers, mais tu t'occupes de tout le côté paperasse, légal, contrat, exécution des transactions, tout ça. OK. Fait que ça te permet de voir, en tout cas, moi, je l'ai vu comme ça, puis ça a été une super belle école, parce que j'ai vu le volet conventionnel ou le volet des transactions, les ouvertures de compte. J'ai fait un poste plus dit de vente où c'est pas des produits très complexes, mais des prêts personnels, des cartes de crédit, des choses comme ça. Désolé. Et puis après ça, jusqu'à conseiller en finances personnelles. Puis là, pour faire ça, pour être conseiller en finances personnelles, est-ce que tu dois avoir un papier scolaire XYZ? Comment ça fonctionne? Ben, je te dirais, oui, dans l'affichage, règle générale, ils demandent un bac. OK. Mais des fois, tu peux avoir des combinaisons d'expériences qui sont quand même considérées. OK. Puis toi, à ce moment-là, qu'est-ce que oui, tu as j'avais dans tes terminé poches? effectivement mes études. OK, tu as terminé tes études. Puis là, OK, on part de là. Tu es conseiller en finances personnelles. Puis après ça, là, dans quelle haine tu te diriges? Comment ça marche? Ben, à ce moment-là, j'ai un bon ami à moi qui, lui, est rentré au commercial. OK. Puis je peux peut-être positionner un petit peu ce que c'est que les CDE, parce que je sais que chez Desjardins, c'est une bébite un peu particulière là, dans le monde bancaire. Oui, parce que là, c'est ça. Tu me dis, j'ai eu l'opportunité d'aller dans le monde commercial. Ouais. Donc, il y a une division entre personnel puis il y a une division commerciale. Exact. Là, tu me parles de CDE. Ça, c'est des centres Desjardins entreprises. Et voilà. Moi, là, je suis habituée de parler des caisses. Puis Oui. mon premier contact avec les caisses, c'est ma petite enveloppe brune en première année où il fallait que je mette La caisse scolaire. sous. Oui, exact. On n'est pas là, dans le centre Desjardins. Là. Comment ça marche? Oui, en fait, puis je pense que ça va peut-être aider la compréhension pour les auditeurs pour la suite de la discussion. En fait, les centres Desjardins entreprises, anciennement les CFE, des fois les gens ont entendu ça, à l'époque on appelait ça les centres financiers entreprises. OK. Ça a vu le jour au tournant des années 2000 environ. Puis, tu sais, si on remonte avant ça, chaque caisse avait la responsabilité de gérer sa clientèle commerciale, à même la caisse. Donc, on avait peut-être, tout dépend de la grosseur, mais des fois 2, 3, 4 ressources qui avaient leur spécialisation du côté commercial. Parce que les entreprises ont des besoins financiers au même titre qu'un particulier. Ils ont besoin de comptes chèques, des comptes d'épargne, des cartes de crédit, de financement, tu sais. Mais c'est un angle assez différent, en fait, quand tu fais affaire avec une entreprise. Donc, au tournant des années 2000, les caisses ont commencé à se créer des structures, en fait. Puis je vais donner un exemple ici, là, par exemple, dans la MRC Thérèse de Blainville. La caisse L'Envolée, la caisse Thérèse de Blainville, c'est des caisses voisines avec des marchés assez homogènes. Donc, eux décident de se mettre ensemble puis de dire, regarde, on poule notre portefeuille commercial ensemble, puis on va se doter d'une structure qui vont administrer notre portefeuille commercial. Donc, ça, c'est vraiment les CDE. Tu vois, nous, ça a bougé beaucoup dans les 2 dernières années. À la base, il y avait un bureau à Laval, donc un CDE indépendant à Laval, un à Blainville, un à Saint-Jérôme, puis un à Mont-Laurier. Mm-hmm. Puis dans les 24 derniers mois, on a fusionné ces 4 centres-là pour faire un grand CDE. Donc, dès qu'on traverse le pont de la Rivière-des-Prairies jusqu'à Mont-Laurier, c'est une organisation. Avec plusieurs succursales. Avec les 4 points de service, OK, effectivement. OK. C'est ça, voilà. Donc ça, c'est les CDE. On est... notre CDE, Laval-Laurentide, on est 130 employés avec une structure où on a un directeur général qui est Émile Pelletier, son équipe de gestion, puis nos 130 employés pour desservir tous les clients entreprises qui font affaire chez Desjardins sur la Rive-Nord jusqu'à Mont-Laurier en montant. Donc, 18 caisses. Puis, on peut voir un peu comme une entreprise. Des fois, ça l'aide à comprendre, là, mais c'est comme si ces 18 caisses-là se disent, on se part une business ensemble. Moi, mon apport en capital, ça va être mon portefeuille de prêt commercial, donc 500 millions, peu importe. Puis, ben, ça fait un montant total. Puis, nous, on administre ces sommes-là pendant l'année. Puis, le profit qui sera dégagé à la fin de l'année est retourné à chacune des caisses. Au prorata. Exactement, au prorata de leur portefeuille. Fait que c'est notre organisation. Ah, là, je comprends. Voilà. Puis, donc, pour revenir à ta question initiale, après avoir fait un 4-5 ans, j'avais un bon ami à moi qui venait de rentrer dans cette structure-là. À l'époque, on était à Sainte-Agathe.
Puis c'était un poste de directeur de compte relève. OK? Donc, ceux qui s'occupent de la des entreprises, qui font du financement des entreprises, c'est les directeurs de compte. Il y avait des postes de directeur de compte relève à l'époque. Donc, tu arrivais, tu n'avais pas de portefeuille sous gestion, mais tu étais un peu un jack of all trades. Là, T'étais un t'apprenais à gopher, faire un petit peu t'étais tout, un partout. gopher, exactement. Mais ça te permettait de te familiariser. C'est un stage écœurant, ça. C'est l'opportunité d'apprendre à vitesse grand V dans le concret. Vif. Là. Exact. Oui, tout à fait. Puis on sait ce que c'est aujourd'hui, les organisations, ça tourne vite. Tu restes très rarement sur ce poste de rover-là, entre guillemets. Là, il y a souvent des départs ou des gens qui s'absentent pour raison de maladie ou X raison. Donc, voilà. Puis ça a été mon cas, soit dit en passant. Je suis arrivé là au mois de janvier sur cette base-là. Puis je pense qu'au mois de février, là, je prenais le relais d'une personne qui est tombée en invalidité pendant... Finalement, ça a duré, je pense, 18 mois. Mais donc, je suis tombé dans la chaise de directeur de compte très rapidement. Wow! Puis là, c'est ça... Je mentionnais apprentissage en accéléré, là, mais je ne m'attendais même pas à ce que ce soit aussi rapide, ton affaire. Là. Un mois plus tard, tu es déjà dans un poste important. Là. Tu gères ton propre portefeuille. Comment tu gères ça, l'apprentissage en accéléré? Comment ça se passe pour toi ou comment ça se passe chez Desjardins? On a la chance d'avoir quand même des grosses organisations chez Desjardins, je te dirais, de par notre présence dans le marché. Fait que puis ça a toujours été le cas, ça fait 15 ans que je suis chez Desjardins, mais j'ai toujours des équipes super disponibles, super volontaires à t'aider. T'es le petit nouveau, là, t'es le petit green, fait que tout le monde te prend un peu sur son aile. Mais non, t'as raison, c'est pas évident parce que tu t'assois, dans le fond, dans une chaise de directeur de compte qui fait affaire avec les mêmes clients depuis souvent plusieurs années. Là, tu viens juste d'arriver dans le commercial en plus. Et toi, t'arrives, effectivement. Les gens, c'est pas trop long qu'ils voient que t'as 26 ans. Tu sais plus ou moins de quoi tu parles. Puis c'est leur entreprise. Puis je veux dire, c'est sérieux. C'est sérieux. Là, s'ils ont un besoin parce qu'ils ont une opportunité, ils veulent pas la manquer. Ils achètent une pièce d'équipement, un building, peu importe. Ils ont besoin d'un prêt de 600 000. Puis ils ont un deadline à respecter. Puis là, c'est moi qui va les voir. Puis j'ai plus ou moins l'air à savoir de quoi je parle. C'est assez sensible, ouais. Fait que non, mais écoute, en même temps, c'est la meilleure façon d'apprendre, je pense, de sauter dans le bain. Puis, je pense que la façon de faire, il n'y en a pas 36, c'est d'agir avec transparence. Puis non, peut-être que j'ai pas 30 ans d'expérience, mais par contre, je vais tout faire pour... Oui, exactement. J'ai la volonté en revendre, puis je vais aller chercher mes renseignements, je vais m'informer. Tu as confiance en toi, j'imagine. Ça prend une base de ça un peu, oui, effectivement. Puis ça va vite, honnêtement. Au bout de 2, 3, 4, 5 mois, au début, chaque intervention que tu fais, tu n'as aucune idée de quoi on te parle. T'sais. Puis, 1 mois après, 2 mois après, 4 mois après, tu finis par faire des liens, puis tu vois qu'il y a des patterns, puis ça, je l'ai vu quelques reprises, puis sans dire que tu es rendu un expert, mais au moins, tu suis le jargon. C'est ça, tu trouves tu tes repères. Tu peux pas donner encore de conseils nécessairement. Est-ce que tu te rends là, dans ce poste-là, directeur de compte? Est-ce que tu peux te permettre de conseiller tes clients? Ultimement, c'est le but. Oui, okay. c'est la raison d'être même du poste. C'est pas juste un guichet automatique. Non, c'est ça, exact. Puis c'est un bon point que tu soulèves parce que ça a évolué beaucoup quand même, ce métier-là, je te dirais, dans les dernières années. L'époque où on était assis en arrière du bureau à attendre que le téléphone sonne, puis le client disait « J'ai besoin d'un prêt de 500 000, tu peux le faire, oui ou non? » On n'est plus là du tout. Ouais. En fait, le but ultime, c'est que le client il aille dans son réseau de professionnels très proche, des gens qui a confiance, puis s'il y a un projet, son réflexe, ça va être d'appeler son comptable, son banquier, puis j'ai une idée de fou, là, c'est pas attaché, là, mais ça fait-tu du sens de quoi je parle? Puis oui ou non, ou oui, ça peut faire du sens sur tel contexte, OK? Puis là, on l'aide à fomenter un peu sa réflexion, puis OK, mais à partir de là, comment je fais pour le concrétiser? Ça, c'est le bout qui est le fun pour nous. On participe à matérialiser cette vision-là, en guillemets, que l'entrepreneur a. Mm-hmm. C'est ce qu'on veut se rendre. Fait que oui, le rôle conseil est fondamental là-dedans. Parce qu'ultimement, il y a de la compétition dans le marché, il y a des gens qui vont lui faire. Si toi, c'est non, il y a probablement quelqu'un que ça va être oui. C'est pas comme ça que tu vas te distinguer nécessairement, mais c'est vraiment par tes conseils. Mais je trouve ça beau aussi, parce que tu disais, moi, je savais que je m'en allais comme en affaires. J'imagine que l'entrepreneuriat, est-ce que ça t'appelait? Est-ce que ça... là, t'as quand même... Tu gères des entrepreneurs. Je veux dire, tu transiges avec eux au quotidien. Est-ce que ça te ramène au bassin qui t'intéressait après ma barre?
Oui, tout à fait. Je dis que dans ce qu'on fait comme banquier d'affaires, on est un peu des entrepreneurs par Oui, intermédiaire, c'est ça. parce que on n'a pas, en fait, avec un filet de sûreté aussi, Oui. parce qu'on a la paie qui rentre, mais on a cette espèce de edge-là qui est quand même super le fun de contribuer ou de participer, comme je te dis, à la réalisation de cette vision-là. Ouais. Puis on a une fierté aussi, quand tu travailles sur un projet pendant 1 an, puis évidemment, là, tu peux progresser dans cette carrière-là, puis driver des entreprises qui sont un petit peu plus d'envergure, avec des besoins plus complexes, tout ça. Mais tu sais, quand tu es dans un projet que ça fait 18 mois qu'on travaille dessus, puis qu'on a dû passer à peu près 200 heures là-dedans, puis que finalement, il y a la pelletée de terre officielle ou le ruban. Tu sais, T'es aussi content oui, que c'est un peu comme, il y a un peu de toi là-dedans. Tu sais. Fait que oui, c'est une façon ben, tu sais, en fait, on fait référence un peu au concept d'entrepreneur. Hein, Ouais. fait que, donc, chacun des directeurs de compte dans mon équipe ont leur portefeuille. Puis, moi, c'est un peu mon style aussi, mais je leur donne un maximum de latitude, en ce sens où c'est des professionnels. Tu as un rendez-vous chez le dentiste avec tes enfants ce matin, j'ai pas besoin de savoir ça. Tu gères tes trucs. Puis, si tu as des semaines que c'est plus tranquille, puis c'est relax, puis c'est assez rare que ça arrive, ben profite-en, puis ferme ton laptop à 2 heures si ça cause pas de problème. Puis, des fois, tu vas avoir des pointes, puis tout ça. Fait que tu gères ça. Puis, ben, ton but, c'est de faire croître dans le fond, ton portefeuille, puis la profitabilité, puis la croissance, puis la satisfaction de ta clientèle, au même titre que n'importe quelle entreprise. Donc, tu gères ta petite business à l'intérieur de notre plus grosse business. Mais je trouve ça le fun que tu précises ça, justement, entrepreneur. Tu sais, là, tu me parlais de plein de postes, là, de plein d'opportunités qui t'ont été offertes à partir de, justement, tes 22 ans. Là, tu es rendu quelques années plus tard dans une chaise de directeur de compte commercial. Mm-hmm. C'est quoi qui fait que tu dis, OK, c'est beau, tu sais, je me lance d'un poste à l'autre? Est-ce qu'il y a un moment, tu sais, est-ce qu'il y a une progression naturelle où tu dis, ah ben ça fait juste me faire avancer? Y a-t-il un moment où là, tu fais, oh là, il faut que j'y réfléchisse à ce step-là? Moi, oui, oui. En fait, la réponse à ta question, c'est oui. La réalité puis là, juste pour mélanger tout le monde, là, mais je faisais référence au N. Oui. On a une échelle de salaire qui est différente au niveau commercial, c'est des P. Donc, c'est des profils. Dès que tu changes au commercial, Okay. c'est des profils. Donc, c'est de P1 à P5. Okay? Bon, là, on commence par un. Là. Effectivement, on rentre P1. Là, ça fait... La logique est plus respectée. Fait qu'on se familiarise avec la job de directeur de compte à titre de P1. Puis, une grosse évolution dans les dernières années, c'est que on appelle ça le continuum salarial. C'est-à-dire que tu rentres dans peu importe ta porte d'entrée, puis là, on te confie un portefeuille, mais tu peux faire progresser, en fait, ton niveau de poste en fonction de tes réalisations. OK. Fait que nous, annuellement, ou à peu près, on réévalue, puis le portefeuille se situe dans toute une échelle jusqu'à P5. Puis si toi, parce que tu as développé des nouvelles relations d'affaires, puis tu as réussi à gagner la confiance du monde, tu te fais référer de la business, tout ça, puis tu fais croître ton portefeuille, ben tu peux progresser jusqu'à un poste de P5 sans avoir à postuler sur d'autres ouvertures. Tu as un bon rendement. On positionne ton portefeuille dans l'échelle, dans le continuum, puis l'année passée, tu étais P3, mais avec ce que tu as fait cette année, tu es P4 ou l'année d'après, peut-être P5. Puis c'est vraiment génial parce que il y a eu une époque où si tu étais, par exemple, P2, puis là, ta prochaine étape, tu te sentais prête pour ça, je veux un poste de P3, OK, ben il n'y a pas d'ouverture dans notre CDE. Fallait que tu postules. Là, il fallait que tu restes à l'affût des autres organisations, soit chez Desjardins ou encore pire à compétition. Fait que là, tu as toute la latitude. C'est toi qui as les clés, en fait. Là. OK. Puis tu sais, c'est une réalité assez différente. Tu sais, P1, pour que les gens comprennent bien, c'est que tu descends de la clientèle un peu plus petite entreprise, puis P5, ben, plus moyenne entreprise. Okay. C'est des réalités bien différentes. Quand tu fais de la ME, tu peux pas avoir 200 clients différents, c'est impossible parce que c'est des entreprises. À eux, là, quand ils appellent, c'est très exigeant. Oui, exactement. Ça va vite. Ils ont une équipe de professionnels, ils ont un CFO à l'interne souvent, ils ont plusieurs projets d'investissement. Fait que, tu sais, ils te gardent. Tu sais, moi, j'ai fini comme P5, là, comme directeur de compte, puis j'avais des clients qui je parlais sur une base quotidienne ou à peu près. C'est ça devient des relations presque proches, là. Ouais, ça devient des amis. Absolument. Oui, absolument. Il y a une proximité qui se développe, c'est clair. Puis, tu sais, j'ai tout le temps dit, tu sais, il y a deux personnes il y a ton médecin à qui tu peux pas cacher grand-chose au niveau de tes... Puis, il y a ton banquier, tu sais, on est un peu à kimono ouvert, pour reprendre l'expression d'un mes anciens patrons. Ça me faisait toujours rire. Mais, ouais, c'est ça, exact. Fait qu'il n'y a pas vraiment de secret. Puis, souvent, ces gens-là,
Ils disent des fois en anglais « it's lonely at the top ». Les entrepreneurs, des fois, sont seuls dans leur entreprise. Puis ils peuvent pas se permettre de partager leurs inquiétudes ou même leurs victoires sur une base financière avec leurs employés, avec leur famille. Il n'y a pas grand monde à qui ils peuvent jaser de ça. Fait que oui, ça crée des liens, effectivement. Puis un coup que tu atteins P5, là, ouais. ça explose. En fait, on s'entend déjà... P5, c'est une super carrière, puis il y a des gens qui vont faire ça. Ils sont vraiment sont sur leur X, là, ils ont du fun là-dedans, puis tu peux rider ça jusqu'à ta retraite, puis tu manqueras jamais de défis. Il n'y aura pas une journée plate, ça, c'est sûr. Fait qu'il y a cette possibilité-là qui est bien là. Mais si tu veux continuer à progresser, en fait, là, tu arrives un peu à un Y. OK. C'est-à-dire la croisée des chemins. La croisée des chemins, c'est-à-dire que la voie de gauche t'amène vers un mandat de plus de gestion. Ou est-ce que là, tu as encore une tonne d'opportunités pour progresser? Ou tu peux aller dans ce qu'on appelle plus financement spécialisé. Fait que, chez Desjardins, encore là, on est chanceux. Hein, c'est une boîte de 45 000 employés. Là, fait que des possibilités d'avancement, il y en a en masse. Et fait que tu peux éventuellement tendre vers un poste, par exemple, chez Desjardins Capital, où est-ce que là, c'est vraiment une boîte d'investissement. Là. Tu fais plus du prêt conventionnel, mais tu prends des participations dans des entreprises, fait que tu évalues ça pas mal différemment. Mais ça, c'est une voie. Il y a une équipe spécialisée compte majeur, en fait, à Montréal ou à Québec, mais qui desservent la clientèle qui ont des besoins financiers jusqu'à 100 millions, par exemple, ce qu'on fait pas chez nous. Puis il y a l'autre volet aussi qui est marché des capitaux, où est-ce que là, c'est vraiment toutes les entreprises qu'on peut penser qui sont cotées en bourse, les couche-tard, puis de ce monde, les bombardiers, puis tout ça. Fait que donc, tu peux soit tendre vers la spécialisation ou la gestion. Puis là, toi, tu as choisi quoi? J'ai choisi la gestion, effectivement. Qu'est-ce qui t'a... Est-ce que ça te donne le vertige au départ? Est-ce que c'est de ton propre chef que tu choisis la gestion? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est proposé? Parce que là, en tout cas, si j'ai bien compris ton histoire, ça semble être des postes des opportunités qui t'étaient présentées là, jusque-là. Puis là, boum, la gestion. C'est toi qui dis, hey, moi, je prendrais un défi supplémentaire? Ou, En fait, c'est effectivement une opportunité qui m'a été présentée. C'est-à-dire que le gestionnaire qui s'occupait de mon équipe... En fait, j'ai petit aparté, mais j'ai commencé à Sainte-Agathe. J'ai fait quelques années là, mais depuis les 8 dernières années, je suis dans l'Anaudière. OK. Donc, je demeure à Saint-Sauveur, mais j'ai pris un poste à l'Anaudière parce que j'avais une ouverture qui me tentait. Je connaissais les gens, les gestionnaires, puis la vision, tout ça. Fait que j'ai sauté dans l'aventure il y a 8 ans. Je me suis développé comme directeur de compte. Puis quand le gestionnaire de l'équipe où moi j'étais directeur de compte a quitté, le directeur général m'a approché en me disant... J'aimerais, je te vois dans cette chaise-là. Je pense que tu pourras avoir du succès là-dedans. Est-ce que ça te tente? Fait que tu me poses la question, ça donne le vertige. Un peu quand même, parce que c'est très différent. Quand tu es dans ta zone de confort, tu as développé une certaine aisance, tu as ton portefeuille, tu sais que tu as réussi, puis tu en as bûché une shot pour arriver là. Les opportunités sont récurrentes à chaque année. Tu commences l'année, tu n'as pas d'angoisse à savoir je vais-tu faire mes chiffres. Tu es tellement dans le jus que ça prend des années à développer. Et là, de faire le saut, c'est carrément une approche différente. Là, évidemment, tu as tout le volet ressources humaines, communication. Il y a beaucoup de représentation avec tous les partenaires économiques, des prises de parole, des choses comme ça. Fait que c'est des choses qui te sortent un peu de ta zone. Puis, mais j'ai pas réfléchi très longtemps, je t'avoue, parce que j'avais le goût d'essayer quelque chose de nouveau. J'étais fortement inspiré par la personne, ça, pour moi, c'est fondamental, mais le directeur général de qui j'allais relever, une personne pour qui j'avais énormément de respect, puis je voulais apprendre. C'était quasiment c'était un mentor, assurément, puis je le voyais comme un privilège même d'apprendre de cette personne-là. Fait que, comme je te disais au début, je le sentais, je me suis dit, regarde, le cœur a pris le dessus sur le rationnel, je me suis lancé, puis je le regrette pas du tout. J'adore ce que je fais. Puis, tu deviens gestionnaire là, du jour au lendemain. On parlait d'apprentissage en accéléré tantôt. J'imagine que c'en est un apprentissage en accéléré, devenir gestionnaire? Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis c'est drôle parce que on peut pas envisager quand en tout cas, moi, là, dans la chaise que j'étais comme directeur de compte, mais tout ce que ça l'implique. Et, des fois, le comité de direction vont partager des nouvelles orientations, puis on fait ça, puis voici, on a changé tel processus, puis à partir de maintenant, on va faire ça comme ça, puis c'est de l'information qui nous est descendue, puis on l'applique, mais chaque
petite chose est réfléchie, puis ça a été argumenté. Il y a eu des fois des prises de bec, des visions un peu différentes. On finit par se rallier. Fait que oui, quand la première fois que tu t'assieds alentour d'une table, comité de gestion, puis encore là, j'étais pas nécessairement vieux pour mettons, la norme chez Desjardins, là, comme DDA, comme moi, directeur de développement des affaires. Mais donc, tu t'assois là, puis là, tu arrives, il y a une dynamique qui existe depuis des années, c'est des gens chevronnés. Fait que faut que tu trouves ta place à travers ça. Il faut que... C'est un dosage entre assurance, mais en même temps, tu es aussi en mode observation, là, tu sais, puis... En mode écoute. Exact. Fait que, oui, mais c'est super stimulant. Puis, un des trucs aussi que tu n'envisages pas nécessairement, c'est que, comme gestionnaire, il y a une grosse partie de ta job que c'est gérer des problèmes. Oui. Et c'est que ça ou à peu près. Tes journées sont jamais plates. Exact. Moi, aujourd'hui, j'ai 15 directeurs de compte. Règle générale, ils sont autonomes à 90% du temps. Je ne sais pas tout ce qu'ils font. On fait des suivis ponctuels, des petits statutaires, puis ils me tiennent informé, puis on est super proches, mais je veux dire, ils sont autonomes, puis ils font leur truc. Fait que, règle générale, quand ils s'adressent à moi, puis ils me disent « Hey, Sam, je peux-tu te prendre un petit 5 minutes? » C'est parce qu'on a une situation à gérer. Fait que, des fois, il y a un petit line-up en avant de mon bureau, puis c'est comme problème par-dessus problème. Fait que... ça, c'est un apprentissage, effectivement. C'est quoi les qualités de gestionnaire que tu as eu à développer, tu dirais? J'imagine que tu avais quand même une flamme de leader, mais ce serait quoi les qualités que tu as dû développer au fil du temps? En fait, développer. J'avais déjà la base de ça, mais je pense qu'il faut... Ça prend quelqu'un qui est capable de composer avec des environnements stressants, qui est capable de garder son sang-froid, de regarder les choses objectivement. Il y a ça prend quelqu'un avec entre guillemets, une intelligence émotionnelle, parce que la charge émotive, des fois, est grande. Les gens sous-estiment un peu, là, mais on est dans un environnement sous pression. Puis on peut le comprendre. Par exemple, je donne l'exemple d'un entrepreneur qui fait une acquisition stratégique. Là, il achète un concurrent, là, puis il y a une date de deadline, là, puis c'est le 30 novembre, il faut que ça soit déboursé. Puis tu reçois un appel de l'avocat, le fiscaliste, le 28. Tu dis, hey, les contrats sont pas draftés à la bonne place, puis c'est pas la bonne compagnie, ou il y a une coquille. Puis là, le client, là, il s'expose à perdre son deal ou à verser une pénalité de 50 000. Des fois, il fait chaud. Là. Ouais. Donc, puis mes directeurs de compte, c'est des gens, c'est des humains comme tout le monde, fait qu'ils sont imperméables au stress à une certaine mesure, mais il y a des fois où ça les atteint, puis le workload, aussi, quand t'en as un, c'est une chose, mais quand t'en as 10 de même, là, ça peut être un peu... overwhelming, excuse-moi l'anglicisme. Mais non, puis... Fait que voilà, fait que il rentre dans ton bureau un peu en panique. Ouais. Là. Fait que je pense que, selon moi, en tout cas, la qualité de base à avoir, là, c'est d'être capable de dire, regarde, assis-toi, ferme la porte, prends un grand respect. Je t'écoute. Compte-moi ça. Je te garantis qu'on va trouver une solution. Ouais. Puis d'essayer de couper à travers l'émotivité de tout ça. Puis, ils sont à chaud, là. Fait que, d'être objectif, d'être rationnel, d'être en mode solution, en mode écoute. Honnêtement, un coup que tu as ça, après ça, tu en jases. Puis on dirait que juste d'en parler, les solutions, ils émergent tranquillement. Mais des fois, tu es tout seul dans ta barque, puis le stress qui est là. Fait que tu t'y vois un peu moins facilement. Fait que ça en fait partie. On le disait tout à l'heure aussi, sont impliqués émotionnellement, c'est-à-dire qu'ils se rapprochent justement de ces entrepreneurs-là. Fait que le problème qui concerne les entrepreneurs les concerne aussi. Fait que je comprends qu'ils doivent être assez impliqués émotionnellement, émotivement. Oui, tout à fait. Toi, là, quand t'es tombé gestionnaire, quand on a des enfants, mettons, on s'imagine qu'on va être tel ou tel type de parent. Est-ce que tu savais quel type t'allais être ou tu t'imaginais que t'allais être un type puis finalement, t'es vraiment l'opposé de ce que tu projetais? Je te dirais que d'un, j'y avais plus ou moins réfléchi à quel style de gestionnaire j'allais être. Je me suis dit, je vais m'en prendre m'en mettre le chapeau, puis on va essayer de s'ajuster. C'était un peu mon approche. Mais avec le recul, je te dirais que non, je suis assez cohérent avec qui je suis. Là. Je suis quelqu'un de puis de toute façon, je pense que ça a tellement évolué aussi, là, l'espèce de lien hiérarchique, là, puis l'autorité un peu imposée, c'est un peu... Ça fait de son temps, passé de mode, ouais, exact. Fait que, moi, je me vois avec ma gang comme un collègue, puis je les aiguille. C'est sûr qu'ultimement, il y a des décisions à prendre. Mais, je veux dire, j'essaie d'être le plus humain possible, d'être le plus à l'écoute possible, être le plus transparent possible. J'essaie de les aider du mieux que je peux. Puis, dans la mesure où ils savent que j'ai leur intérêt, moi, ma job première, c'est de défendre leur intérêt, en fait, partout à tous les tribunes que j'ai. Fait que, quand ça, c'est fait de façon authentique, puis
Mais je te dirais que l'adhésion, elle se fait assez bien. Les gens, ils sont contents, puis on a une super relation. Fait que je te dirais que c'est pas mal mon approche. Puis c'est assez cohérent avec la personne que je suis. Fait que si tu m'avais posé la question, là, quel genre de gestionnaire vas-tu être, C'est ce que ça t'aurais reste imaginé. sûrement Là. ressemblé à ça, puis ça se vit super bien. Tant mieux, super. Là, on arrive à notre question gonflée à bloc, Simon. Je ne sais pas si tu es familier avec notre question gonflée à bloc, mais je vais avoir besoin de te remettre un accessoire. Ah, OK. Je te remets donc un ballon bleu, désinfecté, puis tout. OK. COVID oblige. COVID oblige. Puis là, je vais te poser une question gonflée à bloc, puis je vais te demander si ça tente de me répondre gonflée à bloc. Je suis pas obligé, je comprends. T'es pas obligé, Okay. là, mais ça serait bien OK. Et là, si je comprends le concept, tu me poses la question, toi aussi. Gonflée à bloc. Ben oui, je suis solidaire de moi. Je pense, au moins. Je te laisse te préparer, puis je te pose la question après. OK. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Simon, comment arrives-tu à gérer un employé difficile? C'est une pop et pop, ça devrait être correct. Attends, c'est pas un bout. Pas mal de la même façon que je te disais d'une situation difficile d'un entrepreneur. Dans le fond, on avance avec rigueur, on documente, on s'appuie sur des faits. Je reviens toujours avec ça, mais on gère des faits et non des perceptions. Puis on le fait avec transparence. Puis souvent, un employé difficile, à moins vraiment que c'est un problème de comportement récurrent. Là. Mais moi, je suis vraiment de l'école qui pense que si un employé qui a de la difficulté, c'est parce qu'il est juste pas assis dans la bonne chaise. Ouais. Puis les gens, ils ont chacun leur skill set. Là, c'est ça. Puis leurs aptitudes, leurs forces, puis leurs zones de défi. Puis à un moment donné, si tu sens que tu as de la difficulté, que c'est tough, ton rendement il est pas là, puis que c'est fort probablement c'est que tu n'es pas assis dans la bonne chaise, tout simplement. Puis ça, c'est un des avantages qu'on a, c'est qu'on a tellement de métiers différents. Vous avez tellement de chance. On va être capable de te replacer puis de te mettre dans une situation de pleine contribution où est-ce que tu vas avoir du fun, ultimement. Ouais. Parce que c'est ça qu'on recherche, dans le fond. Exact. Mais ça prend une certaine humilité, des fois, pour reconnaître qu'on n'est pas à la bonne place. Chez nous, il y a le même principe qu'un peu partout, c'est que tu as les ventes puis tu as le support au développement des affaires. Mm-hmm. Puis les ventes, souvent, ça vient avec un tag un peu plus glamour, entre guillemets, si tu comprends ce que je veux dire, parce qu'ils sont mis sur le spot, puis la reconnaissance, puis ça. Fait que les gens, ils rentrent dans ce métier-là en disant, moi, je vais être directeur de compte, je veux. Mais ultimement, si leur force, ça prend un certain type de personnalité. C'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. Puis on a des gens qui sont hyper compétents, puis que c'est des machines, puis qu'en fait, le centre ne fonctionnerait pas si on n'avait pas ces talents-là, mais en support au développement des affaires, en analyse, tout ça. Fait que c'est un peu comme ça que je le vois. C'est bon, ça. Merci. On laisse tout aller. Youhou! C'est là que ça me tombe dessus. Hey, merci, Simon. Ça fait plaisir. Puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est, tu dis, les gens sont peut-être pas assis dans la bonne chaise, justement, quand ils montrent certains problèmes, peut-être. Mais est-ce que vous avez de la formation continue? Est-ce qu'autant le savoir-être que le savoir-faire est formé? Est-ce que vous êtes en apprentissage continuel? Oui, absolument. En fait, ça, c'est une des notions. Tu sais, quand tu fais le saut de directeur de compte à gestionnaire comme moi, chez Desjardins, comme dans plusieurs grandes entreprises, mais tu sais, il y a des firmes, en fait, qui font des évaluations de potentiel avec des tests psychométriques, des entrevues simulées, tout ça, puis ça dure, c'est assez costaud, là. Mais puis quand tu sors de là, t'as une espèce de diagnostic, puis il y a des compétences de base qui sont cherchées pour la gestion. Il y en a que tu développes dans ton poste de directeur de compte, mais tu sais, savoir gérer un problème de rendement d'un collaborateur direct ou d'un de tes employés, honnêtement, si tu n'as jamais été gestionnaire, tu n'as pas eu à le faire. Là. Fait que ça ne se développe pas vraiment sur le tas. Donc, on a des plans de développement pour chacune des personnes. Puis, on va travailler dans les plans de développement sur les compétences qui sont identifiées comme critiques, mais à développer. Il y a tout un système. Des fois, tu peux avoir recours à des mentors. En tout cas, c'est pas les ressources qui manquent, là. Mais oui, effectivement, c'est assez encadré en termes de formation à ce niveau-là. OK. Puis après, évidemment, c'est la réalité terrain. Là. C'est à force d'en voir, il n'y a pas 36 façons. D'apprendre sur le tas, effectivement. Puis, tu me parlais plutôt de ton mentor.
ça a été quoi, toi, l'avantage? Qu'est-ce qui t'a appris? Est-ce que tu étais ouvert, justement, à ces horizons-là? Est-ce que c'est quoi pour toi? Ouais, en fait, moi, j'ai jamais eu jusqu'à maintenant de mentor avec le titre officiel. Puis, c'est des mentors un peu informels. Puis, j'ai eu la chance d'en avoir beaucoup, honnêtement. Des gens de métier avec un long bagage. Puis, en fait, c'est que moi, je m'inspire un peu de ces gens-là. Je prends j'ai pas un mentor, j'en ai eu plusieurs. Puis, ce qui est bien, c'est que je prends les choses qui me frappent de cette personne-là. Puis, ultimement, c'est des gens pour qui j'ai beaucoup de respect, puis qui m'inspirent. Puis je fais juste me poser la question, qu'est-ce qui fait qui m'inspire autant, puis pourquoi j'ai autant de respect? Puis c'est souvent pour des raisons différentes, en fait. Fait que j'ai des gens qu'on je vais considérer comme des mentors, ce qui m'impressionnait, c'était leur rigueur. C'est des gens extrêmement rigoureux, puis il arrivait un petit quelque chose, puis 3 mois plus tard, il te faisait un suivi, il dit, mon nom, comment ça s'est terminé, ce truc-là? Il me dit, comment il a capté ça, puis qu'il m'en reparle 3 mois plus tard? Il n'y a rien qui passe, il y a rien qui passe sous le radar. J'ai des gens que c'est vraiment plus par rapport à leurs valeurs, puis à comment ils exercent leur leadership en concordance avec leurs valeurs, puis qui ont des principes forts, puis ils vont préférer déplaire ou prendre des décisions difficiles, mais parce que c'est en concordance avec leurs valeurs. Fait que ça, moi, ça vient me chercher. Fait que bref, c'est une longue réponse pour dire que j'ai eu plusieurs mentors puis que je suis allé chercher un petit peu le meilleur de chacune de ces personnes-là, puis j'essaie de les intégrer puis de les mettre à ma sauce un petit peu. Oui. Puis est-ce que tu as l'impression maintenant, aujourd'hui, comme gestionnaire, d'avoir un peu ce rôle-là de mentor improvisé avec les gens de ton équipe? Je l'espère. J'aime beaucoup mettre l'accent sur le coaching informel parce que ça me ressemble un peu plus. J'ai pas une approche là, de coaching super définie, mais chaque opportunité que j'ai à leur jaser, je vais toujours essayer. Surtout, j'aime beaucoup, j'ai engagé plusieurs jeunes directeurs de compte qui commencent dans le métier, puis ça, j'ai du fun là-dedans parce que j'essaie, là, puis des fois, peut-être qu'ils doivent trouver que j'abuse, mais j'essaie de leur transmettre le plus de bagages que je peux, puis de les allumer sur des réflexions sur comment eux peuvent continuer à faire cheminer leur carrière, puis de trouver leur repère plus facilement, puis ce sur quoi faire attention, comment se comporter. Puis, bref, à chaque occasion que j'essaie de leur transmettre. Fait que j'ose espérer que j'ai un peu d'influence sur leur cheminement. Un peu ce rôle-là du mentor. Mais je trouve ça beau parce que tu dis, tu sais, juste là, tu me donnes l'exemple. J'essaie de les aider à voir comment faire cheminer leur carrière, puis tout ça. Fait que toi, c'est pas juste un souci de rendement, là. Tu sais, t'as vraiment à cœur, justement, que tes employés soient dans la bonne chaise, heureux, puis qu'ils puissent avoir des opportunités de croissance. Oui, tout à fait. Puis je te dirais que le souci de rendement est même assez secondaire, je te dirais, dans l'équation pour moi. J'ai toujours fait ça comme ça, puis ça a toujours porté fruit parce que manifestement, les résultats ont été au rendez-vous, mais c'était jamais été la prérogative numéro 1. Puis j'ai vraiment la très forte conviction que si j'ai une équipe qui a du fun, qui est mobilisée, qui aiment apprendre, qui veulent se développer, cheminer, qui ont un bon savoir-être, honnêtement, après ça, les résultats, tu arrives à la fin d'année puis tu dis, regardons ça, on a explosé nos cibles d'affaires. Ça a vraiment été ce pattern-là pour moi depuis le début. Continuer à appliquer ça, puis jusqu'à nouvel ordre, ça marche bien. Oui, exact. Puis quand tu recrutes, là, justement, des nouveaux directeurs de compte, toi, tu regardes leur CV, tu regardes leur papier scolaire. Qu'est-ce qui toi, t'anime là, dans une candidature? En fait, c'est beaucoup le profil de la personne, son profil de personnalité. Je sais un peu ce que ça prend, je le disais tout à l'heure, ça prend une personnalité un peu particulière pour faire ce métier-là, puis avoir du succès, puis surtout avoir du fun là-dedans. Ouais. Oui, il y a une base de volet académique, mais pour moi, c'est un coup que cette base-là est rencontrée, je passe vite à un autre angle d'évaluation, c'est-à-dire la personnalité réellement. Puis moi, quand j'affiche un poste, on a la chance d'être attractif, je pense, là, dans la région, parce que on a souvent, j'affiche un poste de directeur de compte, je vais peut-être avoir 10, 12, 15, 30 personnes des fois qui appliquent. Wow. On fait un screening un peu en fonction des expériences passées, en fonction du bagage académique. Est-ce qu'on a des gens qui les connaissent, ces gens-là? On a des bonnes références, tout ça. Mais j'aime toujours en rencontrer plus, même si des fois c'est un peu fastidieux comme exercice. Là. J'ai une chaise vide qu'il faut que je comble, là, mais de te booker 10 rencontres, c'est peut-être pas l'idéal
en termes de productivité, mais en même temps, ça te permet de faire des connaissances super intéressantes puis de te bâtir un peu un depth chart. Tu sais. J'ai des gens que je sais que, écoute, c'est juste partie remise parce que je vois que tu as exactement le profil, mais là, ponctuellement, j'ai besoin de quelqu'un qui est prêt puis que j'allume la switch puis prêt à partir, puis j'en ai un profil comme ça. Mais par contre, je pense que tu pourras avoir énormément de succès dans ce métier-là. Fait que on garde contact. Puis souvent, je reçois des textes, puis tu sais, les gens, ils veulent me jaser, puis ils ont eu des opportunités dans leur... Parce que souvent, ils sont en compétition, ils sont dans d'autres métiers. Mais ils restent ouverts. Mais ils restent ouverts. Le canal reste ouvert, puis éventuellement... Puis à chaque fois qu'on a dit ça à quelqu'un, on a réussi à trouver un angle pour qu'il vienne. Fait que c'est vraiment, pour répondre à ta question, c'est vraiment plus un profil. Puis j'ai engagé des gens qui avaient aucune expérience dans le secteur bancaire, qui n'avaient même jamais ouvert un état financier. On s'entend que pour nous, c'est quand même la base, c'est notre intrant numéro 1. Puis, mais on a vu que le profil de cette personne-là, il allait connaître du succès là-dedans. Puis l'avantage qu'on a aussi, c'est qu'avec la grosseur des organisations, chez Desjardins, le CDE, c'est que des fois, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui est up and running jour 1. Là. Je peux prendre mon temps. Je peux engager quelqu'un puis dire, regarde, moi, mon objectif, c'est dans 3, 4, 5 mois que je puisse te confier ton portefeuille. Si c'est plus vite, tant mieux. Si c'est plus lent, pas grave. Mais prends le temps d'assimiler les concepts. Là, on va le faire travailler un peu en analyse. Il va faire de la rédaction de dossiers, comme ça, il se familiarise avec le métier. On va faire des stages dans une couple d'équipes. Fait que là, il y a une vision assez d'ensemble, exactement. Wow. Puis le jour où il s'assit devant un client pour la première fois, ben ouais, il est beaucoup plus en confiance, il sait de quoi il parle. Ça a été une recette qui a été super payante. C'est génial, ça. Puis, est-ce que vous travaillez tout en silo? Tu as une équipe, mais est-ce que chacun travaille en silo ou vous êtes vraiment comme soudés? Il faut que vous travailliez en équipe, il faut qu'il y ait un travail collaboratif. Pour moi, c'est fondamental. Je disais que je suis quelqu'un d'assez smooth comme style de gestion, mais j'ai quand même des critères qui, pour moi, sont vraiment importants. Mais ça, c'en est un. Oui, on est une équipe, puis on est là pour se supporter. Des fois, je vais en avoir qui ça déborde, là, je le vois. Là, c'est pas difficile à voir. Là, tu vois dans leurs yeux, là, ils paniquent un peu. Là, c'est quand c'est lourd. Là. Mais puis c'est cool parce que ma gang, ils ont le réflexe des fois de m'envoyer des petits courriels, de me dire hey, Simon, moi en ce moment, c'est pas si pire. Là, j'ai comme un petit creux de vague. Fait que si je peux aider quelqu'un. Ouais, puis souvent, des fois, la vie fait bien les choses, mais je reçois 2 courriels en l'espace d'une heure. J'en ai un qui me dit hey, man, j'ai besoin d'aide, moi, ça va plus bien. Puis l'autre qui me dit moi, je suis dispo. Ouais, fait qu'on travaille beaucoup ensemble comme ça. Puis il y a toute une question aussi d'expertise où. Chaque secteur d'activité est vraiment particulier souvent chez nous. On ne va pas financer une pharmacie comme on va financer un marché d'alimentation, comme un centre de distribution, comme un manufacturier. Fait que on a des gens qui développent des majeurs, entre guillemets, par la force des choses, parce qu'ils ont fait une pharmacie, puis finalement, ils en ont fait 2, 3, puis 4. Puis souvent, c'est des petits réseaux fermés. Fait que, lui, il est à l'aise dans ce secteur-là. Fait que, le réseau commence à envoyer des références. Fait que tu développes une spécialisation. Fait que c'est le fun parce que chacun des personnes dans l'équipe a ses zones d'un petit peu plus d'aisance. Fait que si tu as des opportunités, ben, tu sais que tu peux appeler Martin, tu peux appeler Vanessa, tu peux appeler Nancy. Tout le monde travaille beaucoup ensemble à ce niveau-là. Pour moi, c'est vraiment important. Puis comment tu les gardes? Là, on est en temps de télétravail vraiment intense. Comment tu gardes ton équipe motivée? Oui, ça, c'est un pas pire défi, je te dirais. En fait... Ben, ça se vit bien, mais tu sais, moi, ma réflexion là-dessus, c'est on a eu la chance d'avoir une équipe qui était déjà soudée à la base. Très fonctionnelle, tissée serrée. Fait que là, du jour au lendemain, ben, tout le monde reste chez eux, il n'y a plus aucun contact humain. T'sais, on a surfé sur cette espèce de cohésion d'équipe-là pendant un bout de temps, puis on était en mode crise. Hein, juste pour vous donner là, une petite idée, chez nous, là, bon an, mal an, on va traiter peut-être un 30-40 dossiers de financement par semaine à l'échelle du CDE. Okay? Donc, nos analystes vont monter 30-40 dossiers. Au pic de la crise, là, c'était 500 par semaine. Là. Fait que ça donne une idée là, de l'intensité des semaines qu'on a passées. Vous n'avez pas plus de monde, là? On n'a pas plus de monde. Wow. On a du monde qui sont au travail de la maison avec des setups un peu bizarres parce qu'ils n'ont pas de bureau puis ils ont un écran alors qu'ils roulent à 3 d'habitude puis les enfants sont pas à l'école. Fait que nous, du début, là, on a... première chose qu'on a faite, c'est il y a eu une longue période où on faisait des rencontres quotidiennes. Rencontres d'employés. Les 130, ça aligne. Des fois, ça dure une demi-heure, des fois 15 minutes, des fois 1 heure. Mais l'important pour nous, c'était de communiquer en real time. Puis le mot d'ordre, c'était de dire, OK, guys,
là, regardez, à l'impossible, nul n'est tenu. Là. On va tous faire ce qu'on peut faire. Là. Puis on comprend qu'il y a du stress. Soyez transparent avec les clients. Parce que chacun, c'est leur réalité. Il y a des commerces qui ferment, ils ont l'impression qu'ils sont en train de tout perdre. On peut se douter un peu de la charge émotive sur l'appel téléphonique, mais quand tu en as eu 30 de même dans ton avant-midi, peut-être qu'il y a le temps. ça devient lourd un peu. Fait qu'on leur a dit, regardez, on va les pogner un à la fois, on va mettre les bouchées doubles, allez-y avec le plus d'écoute, soyez le plus humain possible, mais soyez transparent. Si le client a besoin d'argent demain, dites-lui tout de suite, ça n'arrivera pas. Là. C'est peut-être plus un mois et demi. Fait qu'on a avancé là-dedans tranquillement, mais tout le monde était en mode crise un peu, puis on a passé le printemps, l'été, et là, ben honnêtement, on a trouvé des nouvelles façons de faire qui sont super productives. On se rend compte qu'il y a bien des fois, peut-être qu'on se déplaçait de façon tout à fait inutile puis qu'on se scrapait 2 heures de notre journée. Absolument, oui. Mais en même temps, tout le volet dynamique d'équipe, ben honnêtement, sur Teams, c'est pas super. Il faut pas se cacher. Là. Ouais. Fait que comment on les garde motivés? Ben, on se fait quand même des meetings chaque lundi matin sur Teams. On essaie de garder ça quand même convivial, le fun. On déconne un peu, on se permet de ventiler. On s'appelle. Fait que il n'y a pas de recette miracle en attendant. Puis je pense qu'à terme, quand on va pouvoir mettre toute cette mauvaise épisode derrière nous, je pense qu'il y a quand même des enseignements qui vont rester. Puis, on va tendre peut-être vers un modèle hybride où on va donner plus de latitude aux gens, travailler de la maison 3-4 jours semaine. Apprendre à faire confiance. Aucun enjeu, là. C'est ça, exactement. C'est drôle parce que je parlais avec quelqu'un qui me disait, pour moi, le télétravail avant la crise, là, un gestionnaire dans une autre entreprise, il me disait, pour moi, là, avant le télétravail, c'était de l'absentéisme. J'avais vraiment l'impression que le monde se pognait les pouces. Puis, se pognait les pouces. Le pouce, exactement. Puis, force est d'admettre qu'on n'a jamais sorti autant d'ouvrages, on n'a jamais été aussi productif. Le monde, on a le couteau entre les dents, sont mobilisés parce qu'ils savent que l'entreprise traverse une période compliquée. Fait que je pense que cette mentalité-là va avoir évolué. Est en train de changer. Exact. Mais je pense qu'honnêtement, c'est un peu utopique de penser qu'on peut souder une équipe, créer un esprit d'équipe de zéro purement virtuel. Fait que, on va essayer de se concentrer à se faire des rencontres physiques peut-être une fois par semaine, une fois 2 semaines. Puis quand on vient au bureau, ben, c'est plus dans une base collaborative. Fait que peut-être que ça ne sera pas pertinent que tout le monde aille son bureau comme on est actuellement, mais plus des salles, le fun, puis c'est ça, exactement. Puis est-ce que tu as eu à accueillir des nouveaux membres dans ton équipe depuis le début de la crise? Oui. Comment ça marche dans ce temps-là? Comment tu fais en sorte qu'ils se sentent one of the boys? Ben écoute, c'est un défi. Je le cache pas. Mais, pour toi, puis pour eux aussi. Mais puis le pire, c'est qu'eux me disent ah non, écoute, j'en reviens pas de l'accueil. Les gens sont tellement avenants, puis j'ai l'impression de déranger le monde à peu près 38 fois par jour, mais ils sont tout le temps jamais j'ai senti que c'est ça, j'ai de l'air à les irriter ou peu importe. Mais non, mais écoute, faut être en mode créatif. Puis on a toutes fait leur formation par Teams, puis donc ils ont appris le métier parce qu'il y a quand même un processus d'accueil là, pour te familiariser avec toutes nos façons de faire. Ils ont tous fait ça de la maison avec un laptop, puis sur Teams, au même titre que s'il y avait quelqu'un assis à côté d'eux. Puis c'est juste que, comme je te dis, il faut qu'ils communiquent avec leurs collègues de façon virtuelle 10, 30, 40, 50 fois par jour. Mais ça fonctionne bien. Somme toute, on s'en sort pas si mal. Tant mieux. Tant mieux pour toi, mais tant mieux pour eux. Pour eux aussi, effectivement. Puis là, avec tous ces chapeaux-là, c'est quoi que tu préfères, dans le fond, la sphère de ton métier que tu préfères, la sphère de ton poste que tu préfères? En fait, c'est vraiment les interactions avec le monde. Puis je m'ennuie, entre guillemets, de l'époque où j'étais directeur de compte un peu parce que ce volet-là, tu sais, le contact avec les entrepreneurs, c'est un podcast de chambre de commerce. Vous savez que les entrepreneurs, c'est quand même un type de personne particulière, très colorée souvent, mais tu sais, des rêveurs, des fonceurs, visionnaires. Puis j'ai moins j'en ai quand même beaucoup, mais j'ai beaucoup moins d'interactions que j'en avais avant avec ces gens-là. Puis maintenant, c'est plus les interactions avec les gens de l'équipe. Puis ce bout-là, j'adore ça. Tu sais, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais de sentir que tu contribues au développement d'une personne, c'est le fun. Sentir que tu les aides dans des moments où ils sont un peu coincés, puis qu'ils ont besoin d'aide, puis tu arrives, puis sans dire que je leur trouve la solution, mais je les aide. Puis ça a été un ajustement aussi là,
pas donner un poisson, mais apprendre à pêcher. Parce que des fois, instinctivement, là, tu l'as la réponse, tu sais quoi faire, tu l'as vu 30 fois, ce cas de figure-là. Ouais. Mais tu veux l'amener, lui, à se questionner puis à trouver la réponse pour que la prochaine fois, tu veux pas qu'il devienne dépendant non plus de. Fait que, mais ça c'est vraiment les interactions avec le monde puis de contribuer à leur développement. Puis, tu as commencé dans le métier jeune. Il y a des gens, tu le disais, qui t'ont pris sous leur aile. Toi aussi, tu me disais tout à l'heure qu'au sein de ton équipe, tu as pris des gens, des jeunes, directeurs de compte, puis tout ça, des gens qui étaient pas nécessairement dans le métier avant. Qu'est-ce que tu admires dans la jeunesse? Qu'est-ce qui te... Je trouve que les jeunes sont tellement sharp, honnêtement. À chaque fois, je suis impressionné de la rapidité. Puis, je parle comme si j'ai 60 ans, j'en ai 38, mais je sens déjà, en fait, un petit clash générationnel. J'en ai engagé quelques-uns là, récemment qui ont 23, 24, 25. Ça compute, ils sont rapides, ils sont motivés, ils sont matures, ils sont allumés sur plein de trucs. Ça fait que cette espèce de fougue-là, un mélange de fougue et d'un peu d'innocence aussi, c'est le fun, ils arrivent avec plein de sans dire des illusions, mais ils ont leur façon de voir les choses, puis ils sont pas encore blasés, ou c'est ça exactement, fait qu'ils ont une confiance aveugle en leurs moyens, puis et ça, c'est un autre défi aussi avec cette génération-là. Par contre, hein, tu leur donnes une opportunité, puis au bout de 6 mois, ils viennent te voir, bon, what's next, c'est quoi qui... fait qu'il faut apprendre à doser ça, mais en même temps, on dit tout le temps, t'as mieux breaker quelqu'un que lui pousser dans le dos. Là, mais est-ce que tu te reconnais un peu là-dedans, toi aussi? Un peu quand même, oui, c'est fort probable. Toi aussi, t'as multiplié ces opportunités-là. Ouais. Hey, merci, Simon. Hey, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci. Est-ce que, en finissant, là, est-ce que tu penses que tu vas être un éternel jeune, toi aussi, là, avec ta fougue puis avec ta motivation? Je l'espère, effectivement. Je pense que il faut se garder, c'est un état d'esprit. Puis moi, tant que t'es curieux, puis que t'as le goût d'apprendre des nouveaux trucs, puis que t'as le goût d'essayer des nouvelles choses, puis de te sortir de ta zone de confort, je pense très sincèrement que c'est comme ça que tu résonnes longtemps. Et j'aspire à ça le plus longtemps possible, effectivement. Mais je te le souhaite. Puis en tout cas, la formule de se laisser guider ou se laisser mener là où le vent te mène, ça t'a souri. Fait que je te souhaite que ça continue de te sourire comme ça pour l'avenir. Un gros merci. Merci à toi. Salut, René. Bye. Merci à nos partenaires qui rendent possible la diffusion de ces capsules. Desjardins Entreprises, EMD Bâtimo, Turco Olivier Optométrice, IG Gestion de patrimoine et l'Armada Blainville-Boisbriand. Merci au précieux travail de nos techniciens, Mathieu Nantel de Note Production et Sylvain Fortier de Clair Obscur Multimédia. Vous avez aimé notre balado? N'hésitez pas à vous abonner et à parler de nous. Aussi, venez échanger avec nous sur le groupe Facebook de l'aile jeunesse de la CCITB.